Le 26 octobre 1995, interview avec M. Alexandre Trivous par Daniel Letichevski à Paris, en France. L'interview va être conduite en français. The 26th October 1995, Mr. Alexander Trivous, interviewed by Daniel Letichevski in Paris, in France, and we're going to conduct this interview in French. Daniel, une petite présentation de vous-même. Donc, Daniel Letichevski, j'interviewe aujourd'hui Alexandre Trivous. Alexandre Trivous, où êtes-vous né? Je suis né en Russie en 1906 à Saint-Pétersbourg. Que faisait votre père et comment s'appelait-il? Mon père s'appelait Salomon Trivous. Il était médecin militaire et il avait le grade de colonel. Et votre mère, comment s'appelait-elle? Ma mère s'appelait Dora Dobasarsky. Elle s'est mariée avec mon père, je ne sais pas exactement vers quelle année, probablement vers 1902 ou peut-être 3. Et ils se sont installés à Saint-Pétersbourg après la guerre russo-japonaise. Vous aviez des frères et sœurs? J'ai eu 3 sœurs. Les 2 sont mortes et une qui est toujours vivante. Votre mère avait une profession? Ma mère n'exerçait pas son métier parce que mon père étant militaire, ma mère n'avait pas le droit de s'exposer en public. Elle donnait des concerts, elle était pianiste, elle était premier prix de conservatoire et elle était élève d'une dame qui s'appelait Yesifova et qui était la pianiste la plus célèbre de l'époque. Alors, comment s'organisait un petit peu quels étaient les prénoms de vos frères et sœurs? Comment s'appelait-il? Alors, ma sœur aînée s'appelait Sylvie. Ma deuxième sœur s'appelait Anna. Et ma troisième sœur s'appelait Yeva. Et vous étiez situé où? Vous étiez l'aîné, le cadet? Nous étions tous nés à Saint-Pétersbourg. Ils étaient plus vieux que vous, moins plus jeunes? Ah non, Sylvie était la sœur aînée. Ma sœur aînée, elle était aînée de nous 4. Ensuite, c'était moi. Et puis après, la sœur qui s'appelait Anna, et puis l'autre Eva, était plus jeune que moi. Donc votre père était médecin militaire? Oui. Et comment vivait votre famille? Vous avez beaucoup voyagé? Non, j'étais enfant avant la guerre de 14. D'ailleurs, je ne m'en souviens pas beaucoup de mon père, parce que quand la guerre a éclaté, j'étais tout petit. La guerre de 14, moi j'avais à cette époque-là, j'étais enfant, quoi. Et je ne me souviens pas beaucoup de mon père, mais ma mère m'a beaucoup parlé de lui, et puis je sais que c'était un homme qui était souvent sollicité du fait de sa position sociale, car c'était un notable juif parmi la population non juive, et avec son aide, beaucoup des juifs qui habitaient à l'est de la Russie, ça veut dire du côté de la Pologne, et qui étaient restreints dans leurs droits, ils pouvaient faire des études, ça veut dire habiter dans les grandes villes universitaires russes pour continuer à faire des études ou un commerce ou n'importe quoi. Avec une carte de visite de mon père, on pouvait tout faire. Votre père avait une grande notoriété? Non, enfin c'était un notable. Mon père n'était pas religieux, il n'était pas pieux. Notre famille était complètement assimilée, mais il a gardé toutes les traditions
juive à laquelle il tenait beaucoup. Vous dites que vous n'avez que peu de souvenirs de votre père. Il est donc mort quand vous étiez très jeune. Votre père est mort quand vous étiez très jeune? Oui. En 14, au début de la guerre de 14, de la bataille de Tannenberg. C'est la bataille qui a eu lieu entre les Russes et les Allemands, tout à fait au début de la guerre, quand les Russes ont pénétré en Prusse orientale. Il y avait deux armées russes qui sont rentrées le premier jour de la guerre en Prusse orientale. Alors les Allemands les ont attirés dans les forêts. Et puis Hindenburg, qui était à cette époque la générale qui commandait les troupes allemandes, a battu séparément d'abord une armée qui était commandée par le général Samsonov, où était mon père, et l'autre armée qui était commandée par le général Rennenkampf. Et Guillaume II l'a nommé maréchal à ce moment-là. Et quels sont les souvenirs que vous avez de votre père? Je n'ai pas beaucoup de souvenirs de mon père, parce que mon père était un homme occupé, et puis il menait une vie assez mondaine. Il était membre du Yacht Club français, ce qui était très honorifique à l'époque. Il y avait beaucoup de Russes qui voulaient rentrer dans le Yacht Club qui n'ont pas été reçus. Mon père était un homme cultivé. Je sais qu'il faisait de la poésie en latin, parce qu'à l'époque, on n'apprenait pas les langues étrangères comme nous apprenons maintenant, mais on apprenait le grec et le latin. Et probablement, il avait beaucoup de mémoire. Peut-être j'ai hérité un tout petit peu de mon père sur ce plan-là. Alors à sa mort, comment s'est organisée la vie de la famille? Qu'a fait votre maman? À cette époque-là, les familles bourgeoises n'avaient pas le même sens de famille qu'elles disent maintenant. C'est-à-dire que ma mère avait des domestiques, mon père avait deux ordonnances dues à son grade, ma mère avait ma vieille nounou là, qui a élevé les quatre enfants de ma mère. Et donc, moi, y compris, que j'ai aimé beaucoup. Il y avait une femme de chambre en plus, il y avait une cuisinière, il y avait une cuisinière, je ne peux pas vous le dire, mais il y avait ma mère avait une domesticité nombreuse. Qu'elle a pu conserver à la mort de votre père? La mort de mon père n'a pas changé le rythme de la vie de notre famille, sauf que ma mère était en deuil. Et puis, ça nous a restreint un peu sur le plan matériel, mais jusqu'à la Révolution, ma mère touchait une pension du gouvernement en tant que de guerre. Et nous n'étions privés de rien parce que mon père avait touché pas mal d'argent. Mais à l'époque, un jour, je demandais à maman qu'est-ce qui touchait mon père. Alors elle a dit que mon père touchait 420 roubles par mois. 420 roubles avec les roubles de l'époque, c'était des roubles or, à 3 francs, je crois, 50, ça faisait une somme assez importante. Et puis la domesticité ne coûtait rien en Russie. C'était très répandu. Vous aviez vos grands-parents? Non, il n'y a que ma grand-mère, du côté de ma mère, que j'ai connue. Les autres grands-parents, je ne les ai jamais vus et jamais connus. Ils sont morts, les deux grands-pères sont morts en 1905. Et puis la mère de mon père est née à peu près dans la même époque. Donc je ne les ai pas connus. Mais j'ai été sur la tombe de mon grand-père paternel, qui venait souvent en Europe pour se reposer un peu, probablement. Et il est mort à San Remo. Il a été enterré à Gênes, parce qu'à San Remo, il n'y avait pas de cimetière juif. Et son corps était transporté à Gênes. Et puis je suis allé dans les années, je crois, 65 ou 66. J'étais en Italie et j'ai passé par Gênes. J'ai voulu aller sur la tombe de mon grand-père.
Et je savais juste son prénom, il s'appelait Abraham Kribus, et puis je connaissais l'année où il est mort, 1905. Alors, j'ai eu beaucoup de difficultés au départ de retrouver les registres concernant mon grand-père, parce qu'il était dans les registres des Juifs et ils étaient séparés. Et puis finalement, les Italiens ont bien compris, et puis ils m'ont donné un vieux rabbin, Bossu, qui parlait italien et puis un tout petit peu français. Il m'a emmené avec ma femme. Il nous a amenés au cimetière juif de San Camposanto. Et puis j'ai vu là-bas la tombe de mon grand-père qui était un peu fissurée par les années. Et votre grand-mère maternelle vivait avec vous dans la même ville que vous? Non, ma grand-mère maternelle était une grande dame, c'était une propriétaire terrienne, elle avait une ville qu'elle a héritée de ses grands-parents, son grand-père plutôt, qui était soldat de Nicolas Ier et qui a reçu ça du gouvernement russe au moment où les Russes ont essayé de peupler de Crimée, qui était auparavant peuplée par les Tartares, qui étaient chassés d'ailleurs. Et vous aviez de nombreux rapports avec votre grand-mère? Elle a joué un rôle important dans votre vie? J'ai adoré ma grand-mère. Il y a deux personnes que j'ai adorées, ma nounou et ma grand-mère. Et à cette époque-là, ma mère venait juste nous voir pour nous embrasser avant qu'on allait se coucher. Et puis elle ne s'occupait pas des enfants. C'était pas, dans la famille bourgeoise, c'était pas convenable que la mère s'occupe directement de l'éducation des enfants. J'avais une gouvernante allemande, ma soeur avait une gouvernante française. Et notre éducation était faite non pas par les parents directement, mais par des tierces personnes. Alors, quels étaient vos rapports avec votre grand-mère et avec votre nounou? Eh bien, c'était des relations très effectives. Moi, j'aimais beaucoup ma nounou parce que ma nounou était extrêmement gentille avec nous. C'est elle qui a élevé tous mes soeurs. Et elle était très fidèle à notre famille. Elle était en adoration devant mon père, qui aimait beaucoup ma mère aussi. Et je l'ai quittée pour toujours. Je ne l'ai plus jamais revue en 1920, quand j'ai quitté la Russie. Donc, quels sont vos premiers souvenirs d'enfance les plus marquants? Ah, les souvenirs de mon enfance, le plus marquant, c'est la révolution de 1917. Je constate avec regret d'ailleurs que tout ce que les gens racontent à ces sujets-là, c'est absolument faux. Parce que j'ai suivi cette révolution dès le début jusqu'à la fin. J'ai été élève au lycée russe, qui se trouvait disons, à 600 mètres ou 700 mètres de notre maison. Et puis j'allais toujours à pied pour aller à l'école. Et quand un jour je suis sorti pour aller au lycée, et j'ai vu des attroupements devant les boulangeries. C'était des femmes qui discutaient, et puis devant chaque boulangerie, il y avait un agent de police qui discutait avec une bonne femme. Et puis, je suis allé au lycée, et puis chez nous, à cette époque-là, les enfants, d'ailleurs toujours, en Russie, les enfants travaillaient seulement une demi-journée, on nous laissait partir à 1 heure. Et quand je suis sorti pour rentrer à la maison, moi je vis les mêmes boulangeries avec les mêmes bonnes femmes qui étaient en train de casser les vitres dans la boulangerie et qui volaient le pain. Alors le lendemain,
je ne suis pas allé à l'école parce que ça tirait un peu par-ci par-là. C'était des Cosaques qui étaient appelés au secours du gouvernement impérial. Mais ces Cosaques n'étaient pas très chauds tirer sur le peuple. Donc, ils faisaient bonne mine plutôt qu'autre chose. Et alors, ça s'est amplifié de plus en plus parce que la foule n'a pas été contenue par les militaires. Alors, ils ont commencé à faire un peu n'importe quoi. Et c'est comme ça que j'ai vu, moi, en tant que gosse, c'est comme ça que j'ai vu la révolution russe. Tout ce que je vous raconte, c'est la stricte vérité, et tout ce qui est raconté dans le bouquin, c'est absolument faux. Ce n'est pas un mouvement intellectuel qui a été préparé de longue date, et tout ça, c'est pas vrai. C'est arrivé, la révolution russe est arrivée pour moi, par du fait que la misère des gens pendant la guerre, il n'y avait plus rien à manger, plus rien à boire, il n'y avait pas de vodka, il n'y avait plus de pain, alors les gens se sont révoltés. C'est comme ça que la révolution russe a commencé. Mais ensuite, c'est autre chose. Et ensuite, alors qu'est-ce que vous avez vu? Ensuite, ce que j'ai vu, ensuite je me suis caché parce que ça tirait de tous les côtés. Et ma mère nous a mis dans un coin de l'appartement où les balles ne pouvaient pas pénétrer. Et puis le lendemain, c'était fini, le tsar est abdiqué, et tout le monde s'est baladé dans les rues avec un pavillon rouge, et c'était terminé. Et puis, c'était la première révolution russe, qui était une révolution bourgeoise. Il y a eu un gouvernement russe qui était présidé par le prince Lvov, qui avait des opinions genre radico-socialiste en France, quoi. Peut-être un peu plus à droite, mais enfin, c'était un type libéral, très libéral. Et ils sont restés au pouvoir peu de temps parce qu'il y a eu la révolution d'octobre qui les a chassés, c'était la révolution communiste. Et notre famille, à ce moment-là, avant la révolution d'octobre, je pense que nous sommes partis, je ne me souviens plus exactement, au mois de septembre. Ma grand-mère, qui était une femme de tête, oui, c'est ça. Ma grand-mère, qui était une femme de tête, elle a loué tout un wagon pour toute la famille. Et comme les hommes étaient à la guerre, mais ma grand-mère avait donc deux fils et deux filles. Alors tous les descendants, et toutes ces filles et puis ces belles-filles, nous sommes tous partis dans ce wagon-là de Saint-Pétersbourg, qui s'appelait à ce moment-là Petrograd. On était allé à Ketch, dans la propriété de ma grand-mère. À cette époque-là, le train a roulé 3 jours et 3 nuits. À ce moment-là, il n'y avait plus de charbon. Et il s'arrêtait un peu partout. Et on est arrivé donc en Crimée, c'était à cette époque-là, un pays de cocagne, parce que ma grand-mère, avec la propriété qu'il avait beaucoup de possibilités, surtout le plan là. Alexandre Tribouze, le 26 octobre 1995, deuxième cassette. Donc on peut dire que vous étiez un petit peu leur mascotte. Comment ça se manifestait? Je vois ce que vous voulez dire, mais ce que je vous ai dit n'est pas avouable en grand public. Enfin, j'ai vu des choses qu'on ne devrait pas voir, compte tenu de mon âge. Donc c'était la belle vie. En fait, pendant 1 an et demi, ça a été assez la belle vie pour vous. Bah écoutez, j'ai vu des choses amusantes, j'ai vu des choses dégueulasses aussi, mais comme chose amusante, j'ai vu par exemple la course des armes en reculant. C'est assez spectaculaire, avec un pari mutuel. J'ai vu le combat des scorpions, c'est très meurtrier. Bon, je ne sais pas si vous savez comment ça marche, on prend deux scorpions, on les sépare, et on les prive de la nourriture pendant 15 jours. Au bout de 15 jours, ils sont affamés, et puis on les met ensemble sur la même cloche. Et puis le plus fort bouffe tue le plus faible, et puis ensuite il devient le champion des scorpions. Alors sur tout ça, je crois que c'est un jeu anglais.
Après 7 années et demie, qu'est-ce qui s'est passé? Ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé la chose suivante, que j'ai, euh, enfin, la belle vie que j'avais sur le bateau s'est terminée plutôt mal pour moi, parce qu'il fallait que je puisse naviguer avec une carte d'identité de marin. Et pour avoir cette carte d'identité, il fallait que le consul russe de Constantinople me laisse des livres. Alors je suis allé, quand on s'est arrêté à Constantinople un jour, je suis arrivé au consulat russe et puis j'ai demandé qu'on me donne la carte d'identité de marin. Alors le type, le consul était très chic avec moi d'ailleurs. C'est à cause de lui que j'ai changé ma vie. Parce que j'aurais pu rester matelot jusqu'à la fin de ma vie. Ce qui n'est pas mauvais d'ailleurs du tout. Ce sont des gens heureux, les matelots. Alors, je lui dis ce que vous savez déjà sur le plan familial. Alors, il m'a demandé donc qu'est-ce qui est devenu mon père, ma mère. Je ne savais pas ce qui est devenu ma mère parce que ma mère n'avait pas. J'étais séparé par l'avance de l'armée communiste. Et puis elle est partie, non pas de Ketch, mais elle est partie de Sébastopol. Et moi, je lui dis que je ne sais pas. Alors à ce moment-là, il m'a dit, écoutez, je vais peut-être vous la trouver, parce que à ce moment-là, tous les consulats russes, c'était le lieu de rassemblement de tous les renseignements sur tous les gens qui se cherchaient. Alors, il a trouvé ma mère et ma grand-mère et mon oncle à Paris. Alors, il m'a dit qu'il ne peut pas me laisser partir comme ça, parce que je suis mineur, et il faut que je rentre en France. Et comme je lui dis, j'ai protesté, je lui dis que je ne veux rien savoir, je vais rentrer sur mon bateau. Alors, il m'a bouclé. Il y avait deux Cosaques là, qui m'ont emmené dans un endroit qui était fermé avec des grilles, où je suis resté pendant 3 jours. Et au bout de 3 jours, le consul m'a fait venir. Et puis, il m'a dit qu'il est rentré en relation avec le consul de France. Et comme je suis apatride, puisque la Russie soviétique n'était pas supérieure soviétique, et puis de toute manière, le Soviet n'était pas reconnu à ce moment-là par les grandes puissances. Donc, nous étions couverts par les sociétés de nations. On avait un passeport nancéen. Alors, il m'a dit qu'il ne peut pas me lâcher et qu'il faut que je reste ici tant que je n'ai pas le visa pour rentrer en France avec ma famille, pour voir ma famille. Alors, j'ai protesté. Alors, il m'a dit, écoutez, j'ai une solution pour vous. Et si vous voulez l'accepter, je vais vous lâcher. Je dis quoi donc? Alors, il m'a dit, voilà, il y a en Bulgarie, il y a des lycées russes qui étaient formés par les prétendus militaires russes qui étaient évacués à l'étranger au moment où les Russes sont arrivés. Et la Bulgarie et la Yougoslavie ont donné de l'argent pour que ces lycées puissent fonctionner. Et c'est comme ça qu'il m'a envoyé en Bulgarie, à Choumel. Et c'était un type correct, un type bien, parce que pour que je ne fiche pas le camp, les deux Cosaques m'ont accompagné jusqu'à la frontière. Donc vous arrivez en Bulgarie et comment se passait la vie dans un lycée de ce genre? Oh, vous savez, j'étais très heureux, la moitié j'étais reparti. Peut-être parce que je ne suis pas très difficile, mais enfin, j'étais là-bas dans un lycée extraordinaire. C'est un lycée où la plupart des professeurs étaient des gens qui étaient profs dans les britanniques militaires. Et il y en a beaucoup qui étaient des officiers supérieurs dans l'armée impériale et qui ont passé par l'état-major. Et pour vous citer le cas, j'avais un professeur de mathématiques qui était chef de l'état-major de l'artillerie. C'est un type instruit, cultivé, et qui
faisait bien son métier. Remarquez, j'étais toujours fort en maths. Ce qui après déterminé ma vie à propos. Et les professeurs étaient extrêmement gentils. Et je garde un souvenir ému de la période où j'ai vécu en Bulgarie. Il y avait essentiellement des élèves russes, il y avait quelques juifs. Il y avait 5 ou 6 juifs, oui. Mais on ne faisait absolument aucune différence. Et nous avons vécu tous comme des frères, sans aucune difficulté. Et d'ailleurs, moi personnellement, je n'avais pas de difficulté parce que j'étais toujours entouré des Russes. Puis bien sûr que j'avais mon père avait des relations avec les Juifs aussi, mais la plupart de ses amis, c'était des Russes. Donc apparemment, jusqu'alors, vous n'aviez jamais souffert de l'antisémitisme. Jamais. Et vous étiez quand même encore très jeune, votre famille ne vous manquait pas, vous étiez déjà très indépendant. Ben, je crois que je n'avais pas beaucoup de sens de famille parce que je n'étais pas élevé par ma mère ni par mon père. Et vos sœurs ne vous manquaient pas? Non. Non, j'étais indépendant, j'étais très heureux. J'étais aussi heureux qu'un homme peut être heureux comme moi parce que je n'avais aucun problème. Je n'avais pas de problème d'argent, je n'avais pas de problème de domicile, je mangeais à ma faim, je n'étais rien, je pêchais de poissons, je sortais. Je peux vous raconter une anecdote qui m'est arrivée à moi. On a voulu me marier. C'était à Varna. Le bateau est arrivé en Bulgarie à Varna, et puis c'était le jour de Yom Kippour. Et j'ai demandé au capitaine de me laisser partir à la synagogue. Alors, je suis allé, il m'a dit que je dois revenir au plus tard, le lendemain matin. Alors, j'ai été à la synagogue, c'était une synagogue de séfarades. Qui parlaient, donc entre eux, ils parlaient bulgare et ils parlaient latino. Alors, latino, je ne le connais pas, quoique j'ai fait beaucoup de latin, mais le bulgare, je le comprenais parce que le bulgare, c'est la langue slave qui ressemble le plus au russe. Alors, ils se sont disputés pour m'avoir pour manger quand ceci s'était terminé, et puis finalement, on m'a emmené chez un riche marchand de tissus. Il y avait 6 filles. Alors, on m'a mis à la place d'honneur, à côté du père, et puis finalement, il a commencé à discuter avec moi. Il a voulu me marier avec une de ses filles. Alors, je lui ai dit que je vais réfléchir, et puis aussitôt que je suis, j'ai foutu le camp, je suis rentré sur mon bateau. Alors, pour en revenir à votre lycée militaire, vous avez fini vos études dans ce lycée. Pardon? Pour en revenir à la période où vous étiez dans le lycée militaire, oui. Vous avez passé votre bachot dans ce Oui, j'ai lycée? passé le bachot russe d'après le programme du ministère de l'instruction publique impériale avant la guerre de 14. Alors, j'ai eu des professeurs absolument remarquables et tout ce que je dois, tout ce que je connais sur le plan de la culture générale, et surtout le plan d'ailleurs, j'ai puisé ça là-bas. Parce que, peut-être parce que j'ai un peu de mémoire, mais enfin, vraiment, j'ai appris énormément de choses que je n'ai jamais eu l'occasion d'apprendre par la suite, étant donné que quand je suis venu en France, j'étais un peu handicapé parce que je parlais un peu le français, mais pas beaucoup. Et d'autre part, j'ai fait des études scientifiques. Et donc, sur le plan de culture générale, c'est zéro. Donc, vous êtes venu en France tout de suite après le lycée. Vous êtes venu en France tout de suite après le lycée bulgare. Non, parce que je suis parti à Sofia et j'ai attendu le visa, mais le visa est arrivé tout de suite. Et puis de Sofia, je suis allé à Paris où était ma mère. Vous aviez décidé de venir à Paris pour retrouver votre famille ou pour d'autres raisons? Je n'ai pas décidé du tout, on a décidé pour moi. Ça se passait comme ça, ma femme. Je suis rentré, c'est normal, je suis rentré dans ma famille. Et puis, ma mère, à cette époque-là, n'était pas bien riche. Ma femme, elle avait encore un peu d'argent, comme tous les réfugiés russes. On vendait les derniers diamants. Alors,
je suis tombé à peu près dans cette époque-là, parce que par la suite, ma mère a commencé à travailler. Elle jouait le piano dans les cinémas, à l'époque du cinéma muet. Ça s'appelait un tapeur. Elle faisait le métier de tapeur, et puis après, elle donnait les sons de musique. Enfin, je suis rentré chez maman, et puis, bon, je n'étais pas très présentable parce que je cachais sur le tapis, j'avais l'habitude de fumer, et puis je faisais des choses qui choquaient le monde bourgeois. Quoi. Alors, on a décidé de m'envoyer dans un lycée, comme ça, pour me baisser un peu. C'est pour ça que je suis parti au lycée de Nantes. Alors, je suis resté 2 ans au lycée de Nantes. J'ai fait maths sup et maths spé. Au début, c'était un peu difficile parce que les programmes. J'ai fait le bachelor russe qui est plutôt littéraire que scientifique. Mais comme j'étais fort en maths, j'ai vite rattrapé. Au bout de 3 mois, j'étais comme tout le monde. Alors, le bachelor russe, c'est le philo, le bachelor philo, mais avec un peu plus de maths que le bachelor philo, que le bac philo. Mais je n'avais pas le niveau de mes camarades qui ont fait maths hélène. Mais je me très vite rattrapé. Et après, vous avez continué vos études? Oui, j'ai fait 2 années là-bas, et puis après 2 années, j'ai passé le concours pour entrer à Nancy, et j'ai fait l'Institut d'État technique de Nancy jusqu'à 1930, 31. Et puis là, j'ai commencé à travailler, mais j'étais étranger, et ça tombait un peu mal, parce que c'était une époque de récession générale, comme maintenant, même pire. Et tout était arrêté. J'ai eu de la chance, grâce à quelques relations que je peux avoir, d'une manière assez paradoxale d'ailleurs. Je suis rentré chez Ducretet. Ducretet Machine, par exemple, je ne connaissais rien d'ailleurs dans la TSF, mais enfin, c'était pas très difficile. Et puis, j'ai fait une demande de naturalisation en 1931 avec maman et mes 2 sœurs, elles me sont naturalisées tout de suite. Et alors, quel type de poste vous aviez dans votre profession? Eh bien, écoutez, donc j'ai travaillé chez Ducretet, j'ai travaillé dans le laboratoire, et je faisais le dépannage des postes de radio. Et puis à cette époque-là, c'était tout à fait le début des postes à lampe, des postes secteurs, parce qu'avant cette date-là, on faisait que des postes à galène, qui n'avaient pas une forte puissance. Et c'est la première fois qu'en France on faisait ça, c'est Ducretet qui faisait ça, et puis Philips qui faisait en Hollande. Et les gens ne connaissaient absolument pas ce poste. Et c'était pas très compliqué, mais enfin, il fallait connaître quelques lois de base d'électricité, comme les lois d'Ohm et les lois de Kirchhoff, que je ne connaissais pas cœur. Alors, entre 1932 et 1939, comment ça se passe? Après, je me suis marié en 1937 avec ma femme ici présente, et qui exerçait le coupable métier de chirurgien dentiste à la Courneuve. Bon, et puis je me suis embourgeoisé. Donc, vous avez vécu toute la période de pré-guerre. Comment avez-vous vécu cette période? Après-guerre? L'avant-guerre. Juste les 2-3 années qui ont précédé la guerre. L'avant-guerre, quand j'ai fait 2 ans de service militaire, compte tenu de mon âge, parce que j'étais sociétaire. Et puis quand je suis revenu, l'usine était fermée, c'était le chômage général. Et tout ce qui était technique, ça n'existait plus. Il n'y avait que le service commercial qui continuait à marcher. Je crois que, si je ne me trompe pas, Ducretet avait quelque chose comme 150 ou 200 000 postes.
à vendre et il n'y avait pas de clients. Donc ils ont arrêté toute la fabrication et tout le monde est occupé la porte. Sauf moi, parce qu'il y avait une loi comme quoi ceux qui reviennent du service militaire, l'employeur devait les rembaucher. Alors ils m'ont rembauché pour 3 mois, au bout de 3 mois, ils m'ont foutu dehors comme tout le monde. Et c'était une époque où la France entière était arrêtée. Mais c'était peut-être moins grave que maintenant, parce qu'à cette époque-là, les ouvriers français étaient d'origine paysanne. C'est les fils de paysans qui sont venus travailler dans les villes. Et donc, quand ils n'avaient plus de travail, ils sont rentrés chez eux dans leur famille et ils ont commencé à travailler la terre. Mais c'était un temps très dur. Vous vous sentiez bien intégré? Vous savez, c'est une question difficile à répondre parce que j'ai eu beaucoup d'amis français du fait des études que j'ai fait et j'aimais bien la France d'ailleurs. La France pour moi c'était toujours un pays de rêve. Mais j'ai fréquenté surtout les Russes et les Russes ne pouvaient pas être considérés pour moi comme des gens qui étaient assimilés aux Français. Il y avait ici plein de médecins russes. La colonie russe allait plutôt dans les boulangeries russes, dans les boucheries russes, là, chez le médecin russe. Il y avait même un hôpital russe. Il ne se mêlait pas beaucoup avec les Français. Vous fréquentiez aussi la communauté juive? Comment? Vous fréquentiez aussi la communauté juive? Bien sûr. Mais pour moi, ce n'est pas un problème. J'ai toujours jugé les gens, non pas d'après leur religion, mais d'après ce qu'ils ont dans la tête. Alors comment avez-vous vécu le moment de la déclaration de la guerre? C'est très simple, j'ai été mobilisé. J'ai travaillé à cette époque-là dans une usine d'aviation, chez Newport, à Issy-les-Moulineaux. Nous avons habité à la Courneuve. Depuis mon mariage, je vous ai dit que je me suis embourgeoisé. Nous avons acheté une petite voiture, une petite merveille qui s'appelait Licorne. Une voiture qui avait le premier prix d'élégance, c'est ça, au Bois de Boulogne en 1935. On a acheté ça pour pas grand-chose. Et puis, on a commencé à mener une vie normale de bourgeois français, quoi. Et puis, quand la guerre est arrivée, je suis parti à la guerre. Et par ma spécialité, j'ai fait mon service militaire dans un régiment de génie, un régiment de sapeurs mineurs. Et j'ai été envoyé donc à la frontière, parce que c'était pas la guerre, à cette époque-là, c'était la drôle de guerre. Et les Allemands ne tiraient pas sur nous, on avait l'interdiction de tirer sur les Allemands, en cas où on n'est pas provoqué. Et mon boulot, c'était de faire sauter le château d'eau. Parce qu'à cette époque-là, dans toutes les gares, il y avait des châteaux d'eau pour que les locomotives pouvaient s'approvisionner en papier, en eau. Alors, je fais ça en France, je fais ça en Sardaigne, je fais ça à Forbach, un peu partout. Et puis, au début de la guerre, les Allemands ont reculé leurs troupes jusqu'à la ligne Siegfried. Donc, nous avons occupé une petite partie de l'Allemagne qui borde le Rhin. Alors là-bas, les Allemands ont laissé tout en cas. Et je continue mon métier, et je continue à faire sauter les châteaux d'eau du côté allemand. C'est plus dangereux parce qu'ils ont miné en partant. Et quand les tirailleurs sénégalais sont rentrés, quand ils ouvraient la porte d'une maison, ils ont sauté. Donc il fallait prendre des précautions. Et nous, on ne rentrait jamais dans une maison, autrement qu'en attachant une corde à la poignée, et puis on se mettait à 20 mètres derrière, couché, on tirait la corde, et puis si la maison était minée
Alors tout se fait, s'il n'était pas bien, on pouvait rentrer. La même chose pour le portrait d'Adolphe. Le portrait d'Adolphe souvent était miné. Alors la première chose qu'on faisait, c'est enlever le portrait d'Adolphe par la même méthode. On mettait une corde autour, on se mettait à 30 mètres derrière, top, on tirait la corde, et puis le portrait terminé, tout se fait. Et il y a un détail là que je peux vous donner. Un jour, nous sommes allés faire sortir le château d'eau dans l'île où il y avait la propriété de sucrerie Bloch, voilà, sur l'île. Et alors, nous étions une vingtaine. On nous a donné à chacun 2 chargeurs et on nous a interdit de tirer sur les Allemands si les Allemands n'étaient pas sur nous. On est parti vers 10 heures du soir, 10 heures et demie. On arrive et en même temps les Allemands sont arrivés aussi de l'autre côté de la rivière. Les Allemands nous ont vus, nous on a vu les Allemands. Les Allemands n'ont pas tiré sur nous, nous on n'a pas tiré sur eux. Alors on s'est couché en mettant les sentinelles, les Boches ont fait pareil. Et puis, bon, le lendemain matin, nous on est rentrés en France, ou ils sont rentrés en Allemagne. C'est la drôle de guerre. Mais je ne l'ai pas fait longtemps, la drôle de guerre, parce qu'au bout de 3 mois, j'ai été rappelé en affectation spéciale à l'usine. L'usine avait besoin de moi. Alors, un jour, j'ai été appelé par le capitaine qui m'a dit que vous pouvez partir. Ils m'ont rendu le défait civil, ils m'ont donné un billet pour entrer dans Paris, et rentré à Paris. J'ai vu une ville, une guerre, comme avant la guerre. Donc vous êtes retourné à l'usine? Je suis retourné à l'usine et puis j'ai travaillé jusqu'à l'invasion. Et puis à ce moment-là, notre usine était déplacée à Nantes. Et qui était tout à fait en dehors, parce que vous savez, à cette époque-là, c'était la géométrie militaire de l'époque de la guerre de 14. Nantes était très loin des Allemands. Personne n'a pensé qu'un jour les Allemands peuvent rentrer en Nantes. Et alors, ils sont arrivés quand même. Et puis, l'usine a été fermée à ce moment-là, et puis moi je suis rentré à Paris, et j'ai trouvé ma femme. Ma fille. Mais j'ai pu le faire parce que j'étais dans la zone déjà qui était occupée par les Allemands. Parce qu'il y avait la zone libre et la zone occupée. Alors pour rentrer de la zone libre en zone occupée, il fallait avoir des papiers qu'on donnait ou on ne donnait pas. Mais comme j'étais dans la zone occupée, il n'y avait pas de problème. J'ai pris le train, je suis sorti à Paris, puis on a habité la Courneuve à ce moment-là. Et au début, l'occupation, nous n'étions pas touchés au début, sauf qu'il y a eu des événements terribles que je connaissais. Et la première fois que nous étions touchés directement, c'est quand il y a eu le décret de Vichy qui faisait l'état de recensement des Juifs. Alors je ne sais pas si c'était fait en zone libre, mais en zone occupée, ça a été fait. Il appliqué la lettre et on nous a mis le cachet juif sur la carte d'identité. Et c'était tout. Il n'y avait pas d'autres restrictions que cet inconvénient. Et puis je m'en souviens qu'un jour, je suis parti, j'étais au cinéma avec ma femme. Et puis après le cinéma, on est sorti vers 10h, 10h30. On est sorti à la Coupoille. Et on a habité la Courneuve. Donc il fallait prendre le métro pour aller jusqu'à la porte de la Villette et là-bas prendre le bus. Et nous avons vu une rangée de flics, des gens de police, qui avançaient et on ne pouvait pas leur échapper parce que si vous commencez à courir, à ce moment-là, ils vous auraient rattrapé. Donc on ne savait pas trop pourquoi. Alors, ils ne cherchaient pas les juifs à ce moment-là, ils cherchaient les terroristes. Alors, j'ai fait voir ma carte d'identité où il y avait les cachets juifs, ma femme aussi. Ils nous ont laissé passer, on n'a rien fait. Mais on a eu peur.
Et ensuite, dans les temps qui ont suivi, comment s'est organisée votre vie? Bah, je suis resté, tout était fermé, moi je ne pouvais plus travailler, je ne travaillais pas, je ne faisais rien, je me suis occupé des ravitaillements. Votre femme non plus? Ma femme travaillait, elle avait le droit de travailler parce que euh, malgré le décret de Vichy qui interdisait aux professions libérales de travailler, ma femme avait pendant encore un an, elle avait le droit de travailler parce que j'ai fait une demande d'être considéré comme ancien combattant. Et alors, de ce fait, tant que cette demande a été refusée d'ailleurs, mais du fait qu'il n'y avait pas de décision, ma femme avait la possibilité de travailler. Et moi, j'ai quitté Paris tout de suite après la rafle de Valdif, parce que ça ne donnait rien de bon, mais à ce moment-là, d'après les renseignements que nous avions, qui n'étaient d'ailleurs pas tout à fait justes, il y avait très peu de juifs français qui étaient arrêtés. Il a arrêté surtout les pauvres juifs étrangers qui, par les incidents de la guerre, sont venus sans papier de la Hollande, la Belgique et souvent la Pologne ou ailleurs. Donc ça, à cette époque-là, ça ne nous concernait pas. Donc vous êtes passé en zone libre? Alors je suis passé en zone libre. D'ailleurs, je dois vous dire que nous avons vécu dans un milieu purement français. À la Courneuve, il n'y avait pas de juifs, il y avait très peu de juifs. Et nous avons eu là-bas toute cette protection de nos amis qui étaient nombreux et qui ont tout fait pour nous aider, aussi bien pour quitter la zone occupée que par la suite. Et puis, ils étaient vraiment chics. Vous parlez là des Français non juifs. Oh, bien sûr. À cette époque-là, c'était pas une bonne affaire de se déclarer qu'on était juif. C'est pas le faire. Donc vous avez été assez aidé. Ah, nous étions très aidés. Si nous avons eu la vie sauve, c'est grâce. D'ailleurs, je crois que tous ceux qui avaient des amis français ont pu servir. Parce qu'il était plus, paraît-il, moi je vécu à Marseille, c'était une ville terrible, il y avait des rafles tous les jours. Hein, mais j'étais protégé par, j'étais protégé par les gens qui étaient terriblement anti-allemands. Ils n'étaient pas pro-juifs, mais ils protégeaient les juifs parce que les juifs étaient persécutés par les Allemands. Mais en dehors de ça, il y en avait beaucoup qui étaient très sincères dans leurs amitiés. Et alors, je vais vous citer un exemple. Quand je suis venu, quand j'ai traversé la zone, j'avais sur moi ma carte d'identité avec cachet juif, mon livret militaire et mon acte de naturalisation. Alors, je ne vous donne pas le détail comment je l'ai traversé. Il y avait beaucoup de gens et il le pointait lui-même. Vous m'entendez? Alors, je vous dis, on peut pas, à cette époque-là, on ne connaissait pas les limites du bien et du mal. Et tout était à choix. Alors, à cette période, où était votre femme, votre fille, votre mère, vos sœurs? Ils étaient en Dordogne, à Beinac. Mon beau-frère, Octave Vergabel, était démobilisé en Dordogne, en 1940. Et ils ont travaillé, ils ont habité à Nancy. Et Nancy était la zone interdite, déjà pour les Français tout court, et les Français juifs encore en plus. Donc ils ne pouvaient pas rentrer, et à ce moment-là, le gouvernement de Vichy gardait ses militaires en état militaire, et les gardait dans les camps. Et mon beau-frère, qui était sergent, il s'occupait du ravitaillement. Il s'occupait du ravitaillement de ses camarades.
Alors il avait une camionnette et il sillonnait un peu partout, à Périgueux, à Sarlat, pour ravitailler les militaires qui étaient dans ce cas-là. Et puis en 1942, l'armée a reçu l'ordre de mettre les juifs à la porte, parce que les juifs n'avaient pas le droit de rester dans l'armée. Donc, comment ça s'est traduit pratiquement? Ils ont distribué à tous les gradés un formulaire où il fallait signer sur l'honneur qu'on n'est pas juif. Alors mon beau-frère est allé voir le colonel et puis il a dit je ne peux pas signer ça. Il a demandé pourquoi. Il a dit parce que je suis juif. Alors le colonel, bon, il a dit bon, dans ce cas-là, vous êtes obligé de partir. Et puis il a laissé partir. Et puis c'était un pays où il n'y avait pas d'Allemands. Alors il connaissait les fermes isolées. Il a cherché une ferme isolée où on pouvait s'installer. Alors il a trouvé cette ferme-là, qui était dans la forêt, environ à 3 km d'un village qui s'appelait Bénac, où il y a un célèbre château d'ailleurs. C'est à 12 km de Sarlat. Et ils n'ont jamais vu un Allemand. C'était en pleine forêt, il n'y avait personne là-bas. Il n'y avait même pas de route, il y avait un chemin, un petit chemin là, qui menait au village. Ils sont vécus là-bas comme des paysans, ils ont fait des villages, ils ont gavé les bois, ils n'avaient pas d'électricité, et alors ils se sont piqués sur les poteaux électriques de l'EDF pour avoir un peu de courant électrique, pour avoir des nouvelles, pour monter la radio. Et ils ont vécu comme ça, là-bas, de 42 jusqu'à la libération, en 44. Alors bon, vous, à part les actions de parachutage, vous avez participé à d'autres faits dans la résistance? Vous avez fait d'autres choses? Et moi, je ne suis pas un tueur d'hommes. Il m'est arrivé, malheureusement, de tuer des gens pendant la guerre, c'est vrai, mais je ne faisais pas un couteau. Et puis, je ne suis pas un assassin professionnel. Donc, je n'avais pas participé à des actes de ce genre-là. Ce n'était pas mon rayon. Mais j'ai connu des spécialistes. Je peux vous citer le cas. Déjà après la libération, quand nous étions versés dans l'armée, j'ai commandé une section dans la coloniale. Et puis j'avais un bonhomme qui est arrivé avec ses valises. Alors j'ai demandé qu'est-ce qu'il fait là, etc. Pourquoi il est venu dans l'armée? Parce qu'avant il était chez nous à Saint-Bon. Alors il a dit qu'il était obligé de quitter Marseille parce qu'il a été dénoncé. J'ai dit pourquoi vous étiez dénoncé? Il dit j'ai été dénoncé parce que j'ai eu plusieurs femmes qui travaillaient pour moi et quand ils avaient des clients allemands, ils les tuaient au couteau. Alors ils les tuaient au couteau et puis je lui ai demandé mais qu'est-ce que vous faisiez avec l'allemand? Alors on les déshabillait, on les jetait dans le port, dans l'eau du fleuve, dans la mer. Je disais, mais et les habits, comment vous les cachez? Il dit, on ne les cachait pas, on vendait ça à la résistance, ça coûtait très cher. Et il m'a dit, vous savez, en allemand, c'est un cochon, rien ne se perd, hein, quand on le tue, on mange tout. Il a été dénoncé, et puis, bon, c'est comme ça qu'il a foutu le camp dans le maquis, parce que c'est le seul endroit où il pouvait se sauver. Et il est mort, il avait une mort héroïque, et j'ai demandé pour lui les croix de guerre, il a eu une croix de guerre à titre posthume. Et pour vous, il s'est passé d'autres faits significatifs dans la résistance? Bah, écoutez, je faisais ça honnêtement. Je faisais la guerre aux Allemands en tant que Français, bien entendu, mais aussi un peu pour mon compte personnel, parce que j'avais des comptes à régler avec eux. Donc j'ai essayé de nuire au maximum aux Allemands, mais je ne peux pas dire que je fais des choses d'une manière extraordinaire. Non. Je faisais ce qu'on m'a demandé de faire, ce qu'on m'a dit de faire, et je le faisais honnêtement.
Vous avez pourtant eu beaucoup de médailles. Ouais, vous savez, tous ceux qui ont fait la guerre ont eu des médailles. Les médailles, ça ne signifie rien du tout. Ce sont les signes extérieurs des richesses. Qu'est-ce qui s'est passé après? Bah, il s'est passé après, quand nous étions libérés par le débarquement qui était dans le Midi, tout le maquis était versé dans l'armée. Et moi, j'étais versé, avec ma section, j'étais versé 21e régiment d'infanterie coloniale. Donc je suis devenu marsouin. Et nous avons fait la campagne depuis Marseille jusqu'à Mulhouse, pendant 3 mois. Nous avons perdu à peu près la moitié de notre effectif. Delattre était un homme qui avait beaucoup d'ambition et très peu de troupes. Donc il fallait faire vite. Et nous avons perdu beaucoup des hommes. Nous avons libéré tout le sud de la France. Et je le dis nous, ça veut dire la coloniale. On était un peu partout. Et, vous savez, quand il y a des coups durs, on en voit toujours la coloniale. Parce que la coloniale a la réputation d'une bravoure extraordinaire. Ce sont des gens comme vous et comme moi. On n'est pas plus braves que les autres. Seulement quand il faut y aller, il faut y aller. Et puis, nous étions tous volontaires. Donc un volontaire ne discute pas. Et j'ai été volontaire d'abord, je me souviens, quand je suis parti à la guerre en 1940, je suis allé voir mon oncle, le frère de ma mère. Alors, il a fait la guerre de 14 et il savait ce que c'est la guerre. Alors, il m'a dit, écoute, m'a embrassé, il m'a dit, écoute, je te donne un conseil d'ancien. Bah, fais la guerre, fais ton devoir de citoyen, il a dit, mais ne sois jamais volontaire. Alors, vous voyez que l'opinion qu'il avait des volontaires, mais nous étions tous volontaires. À cette époque-là, il y avait beaucoup d'enthousiasme. Et ma foi, la vie, ça comptait pas grand-chose. Quel grade aviez-vous à ce moment-là? Comment? Quel grade aviez-vous à ce moment-là? J'étais sergent-chef. Ensuite, vous avez été gradé plus tard. Bah, en sergent-chef, c'est un gradé aussi. Mais effectivement, mais ça ne s'est pas passé comme ça. J'ai été, quand nous sommes arrivés au bord du Rhin, j'ai été envoyé avec 2 autres sections pour enlever un village qui était payé par les Allemands. C'était à l'époque où il y avait la poste de Colmar, qui n'était pas encore libérée. Ce village s'appelait Nifer. Il est situé au bord du canal du Rhin. Alors, cette attaque que nous avons menée la nuit s'est terminée très mal parce qu'on est tombé sur un peu de barrage allemand, sur le champ de mine, un mitraillage terrible par la mitrailleuse lourde. Et puis, moi, j'étais un des premiers qui est tombé. Je n'étais pas blessé d'ailleurs. J'ai reçu un éclat d'obus, un éclat d'obusier dans mon casque. Alors je suis tombé, j'ai perdu connaissance, ça m'a sauvé la vie. Parce que presque tous mes hommes sont morts. On était en plein champ de mine, la nuit on ne voyait rien, on ne savait pas où aller. Et alors, comme je suis tombé un des premiers, j'avais un caporal qui avait des fusées éclairantes. Des fusées qui permettaient, si vous voulez, des fusées de couleurs différentes. Alors on pouvait rallonger les tirs ou au contraire le faire en arrière. Je pense à l'artillerie française qui était là pour venir à notre secours. Mais comme il n'y avait pas de mon bonhomme, moi je suis tombé et puis j'ai perdu connaissance. Alors quand les Français ont commencé à ouvrir le feu pour nous sauver, c'est tombé en plein sur nous. Alors nous avons reçu des obus allemands, des obus français, des mines, etc. Toutes sortes de plaisirs. C'est ça tout. Alexandre Trivos, 4e cassette. Vous vous êtes réveillé sur le terrain ou Non, vous avez été évacué? Non, je ne sais pas combien de temps je suis resté sur le terrain. Je suis revenu à moi quand j'étais porté sur un brancard par 2 brancardiers allemands.
et je vis que des morts autour de moi. Alors, ils m'ont emmené à Nifet, c'est le village là que nous avons attaqué. Et puis de là-bas, on m'a envoyé à l'hôpital de Colmar, l'hôpital militaire de Colmar, qui était l'hôpital militaire allemand. Mais il y avait tous les alliés là-bas. Il y avait les Anglais, les Américains, les Français, les Belges, il y avait tout le monde. Alors je suis resté là-bas 15 jours. Alors au début, je n'entendais plus rien. Je le sens qui coulait de mes oreilles, du nez, des yeux, de la bouche. J'étais assommé, quoi. Et puis, au bout de 15 jours, tout ça s'est revenu petit à petit. J'ai été très gentiment soigné par les Allemands et par les religieux français. Alors, c'est vrai, je ne peux rien dire. Et puis, j'ai été envoyé à Stuttgart, à pied, c'est pas très loin, on a traversé le pont de Dolbressac, et puis on est allé à pied jusqu'à Stuttgart, et là-bas on nous a laissés dans les casernes de la cavalerie. Il faisait très froid, et puis moi j'avais pas de capote, c'était ramassé en mois de... J'avais pas de capote parce que j'étais ramassé en attaque, donc on n'avait pas de capote. Alors, on est resté là-bas, dans cette caserne, pendant 10 jours à peu près. Les Allemands nous donnaient presque rien à manger. Mais ça, c'est leur méthode là, pour dresser les prisonniers. On commençait par rien donner à manger. Et puis un jour, on nous a mis dans les trains. Et puis on nous a emmenés en Pologne, à Stargard. Alors, c'était un train de wagons ambitieux. On était là-dedans, une cinquantaine ou soixantaine par wagon. Et puis, on a mis, je crois, 3 semaines pour traverser l'Allemagne, parce que l'Allemagne était à cette époque-là extrêmement bombardée. Il y avait des avions anglais et américains partout. Hein, même quand il y avait une voiture d'automobile qui prenait une route allemande, il y avait des chasseurs anglais qui la poursuivaient et qui le mitraillaient. La vie en Allemagne s'est arrêtée complètement. Et tout était bombardé, il n'y avait plus rien. Et je suis arrivé donc au bout de 3 semaines dans le camp, là-bas, à Stargard. Et puis je suis resté, j'ai été fait prisonnier le 5 décembre. Et je suis arrivé là-bas à Stargard probablement vers le 15 ou 20 janvier 1945. Alors je suis resté là-bas dans ce camp-là, avec les Américains, parce que je vous ai dit déjà tout à l'heure que les prisonniers gaullistes étaient placés avec les Américains, avec les prisonniers de guerre américains, parce que les Allemands ne reconnaissaient pas les gouvernements de Gaulle. Pour eux, c'était toujours Pétain. Et alors, ils devaient nous considérer comme des francs-tireurs, mais du fait qu'ils ne pouvaient pas le faire, étant donné que nous avons déjà eu beaucoup de prisonniers allemands, alors ils ont trouvé ça. Et puis c'était bénéfique pour nous parce qu'on recevait 2 colis américains par semaine, et ça suffisait pour, point de vue ravitaillement, pour je n'ai pas mangé, pour ainsi dire, la soupe allemande. J'ai donné ça à ceux qui en avaient besoin. Et il y avait beaucoup de gens qui avaient besoin. Quelles étaient les conditions dans ce camp de prisonniers, les conditions de vie? Pour moi, c'était les grandes vacances. J'ai joué au bridge, j'ai joué à la pétanque, je faisais de la pétanque, j'ai joué aux échecs, je me suis baladé. En somme, j'ai été un peu en dehors du fait qu'on était entouré de barbelés, le camp de Stargard,
sauf pour les Russes. Parce que pour les Russes, c'était un enfer. Mais pour les Anglais, pour les Américains, pour les Français, il n'y avait aucune restriction à l'intérieur du camp. Vous étiez tenu à ne rien, vous n'avez rien de particulier à faire, pas de travaux, pas de... Rien à faire. Non, comme j'étais gradé, je ne devais pas travailler après la convention de Genève. Vous êtes resté là jusque quand? Eh ben, je suis resté à peu près un mois. Au bout d'un mois, les Russes sont arrivés à la porte de notre camp. Et les Allemands ont commencé à évacuer le camp de Stargard et puis la ville de Stargard. Alors, les SS tuaient tout le monde. Tous ceux qui voulaient rester être libérés par les Russes, il fallait se cacher beaucoup. Et ceux qui ne voulaient pas, ceux qui ont voulu risquer ça, souvent ont payé de leur vie. Alors moi j'ai réfléchi s'il faut que je me cache ou pas. Je ne l'ai pas fait parce que je savais que c'était la fin de la guerre et ça vaut pas le coup de risquer sa vie pour rien. Et puis j'avais quand même un tout petit peu, du fait que j'étais russe blanc, j'avais un peu peur de rentrer en contact avec ces gens-là. Et cette peur était sans raison, sans fondement, parce que par la suite, lorsque j'ai été libéré, dans un autre camp, parce qu'on nous a fait marcher à pied depuis le mois de janvier jusqu'au mois de mars, à pied, on faisait la retraite avec l'armée allemande dans des conditions épouvantables. On était dans la Prusse orientale, à Mecklenburg, il faisait moins 30, moins 35. Et c'était une déroute qu'on ne peut pas décrire parce que c'était une véritable catastrophe pour le peuple allemand. Et moi qui n'avais pas beaucoup de sentiments pour eux, ben, je les plaignais. Et je les plaignais et puis j'ai failli être fusillé d'ailleurs à cause de ça par le colonel. Je vous raconte ça parce que c'est une anecdote, mais c'est une histoire vraie. Quand nous étions, je suis arrivé à Neubrandenburg, à 70 km de Berlin, et je ne pouvais plus marcher parce que j'avais un trou dans mes chaussures. Et puis, quand j'ai marché sous la chaleur du pied, la neige qui pénétrait, ça fondait. Mais la nuit, on était couché par terre, ça gelait. Et puis, j'ai attrapé les débuts de gangrène. Je ne pouvais plus marcher. Alors, les Allemands m'ont abandonné dans un camp de prisonniers de guerre à Neubrandenburg. Et puis là-bas, j'ai été soigné par un major allemand dont je ne connais pas le nom, qui m'a sauvé les doigts de pied parce qu'il m'a donné le dernier sous-famille qu'il avait en sa possession. Et tout ça, c'est parce que j'ai participé à la délibération. C'était en Marseille. Et j'ai participé à la libération de Marseille. Et quand il a appris qu'il y a des prisonniers gaullistes, il est venu nous voir. Et il a parlé avec moi et moi je lui ai dit que je suis rentré dans mon régiment à Marseille et puis je lui ai raconté comment ça s'est passé la libération de Marseille. Alors il était extrêmement content, il ne savait pas comment le remercier. Et puis il m'a donné ses derniers souffranés, ça m'a sauvé mon pied. Et puis là-bas, dans ce camp-là, il y a eu des miracles dans la vie. J'ai trouvé mes deux camarades, les deux juifs russes, qui étaient prisonniers de guerre de 40 et qui, du fait qu'ils étaient juifs, étaient séparés des autres camarades et envoyés dans les camps disciplinaires. Ces camps n'avaient rien de disciplinaire d'ailleurs. C'était tout simplement des camps de prisonniers de guerre qui n'étaient pas en contact avec la population parce qu'ils faisaient le métier de bûcheron. Donc ils ont travaillé comme des bûcherons pendant 4 ans. Et bon, ils faisaient ça. Alors moi, dans tous les cas où j'étais, je regardais un peu comme ça autour de moi et puis j'ai pas vu des juifs. Et puis comme c'était pas un endroit pour demander à quelqu'un s'il est juif ou pas, moi je rien demandé.
Et figurez-vous qu'un jour, je suis allé à un tournoi de bridge, parce que je suis bridgeur. Je suis allé à un tournoi de bridge et puis j'ai vu un légionnaire qui était une véritable caricature. Il n'était pas grand, il devait faire peut-être 1m60, 1m62. Il portait le képi blanc des légionnaires. Il y avait un journal antisémite qui s'appelait Le Pilori, et il faisait des caricatures des juifs. Alors, il avait les nez crochus, il avait des oreilles écartées, il avait les lèvres épaisses, il avait des cheveux frisés, très frisés. Il n'était pas beau. Il était en caricature. Alors je le regardais, et puis je me suis dit, c'est moi juif, mais qu'est-ce qu'il fait ici? Et puis le lendemain, je suis allé faire mes besoins. Et puis il était en train de faire la même chose à côté de moi. Je jetais un coup d'œil discret et j'ai vu que c'était un juif. Alors je lui ai dit, tu es juif? Il m'a dit oui, et toi? J'ai dit moi aussi. Alors il m'a dit, mais comment ça se fait que tu es ici dans le camp? Je ne peux pas déclarer juif. Je dis, oh, moi j'en ai rien demandé, c'est vrai, parce qu'à la fin de la guerre, les Allemands demandaient tout ça. Je ne me suis pas déclaré. Il m'a dit, tu as bien fait. J'ai dit, mais dis-moi, est-ce qu'il y a ici des juifs? Il y a plein de juifs ici, mais ils sont dans la forêt. J'ai dit, qu'est-ce qu'ils font? Alors, il m'a dit, ils font un métier de bûcheron. J'ai dit, mais pourquoi toi tu es ici? J'ai dit, moi je ne suis pas fou, je ne veux pas travailler pour les Allemands tout le temps. Je me suis déclaré fatigué, et alors d'après la convention de Genève, ils sont obligés de me soigner dans le camp, donc je suis rentré chez le même médecin en question. Je lui ai dit, tu ne connais pas par hasard, comme ça, je lui ai dit, tu ne connais pas par hasard les deux frères Lipovski? Il dit, le frère Lipovski de Strasbourg. Je dis, oui, de Strasbourg. Il dit, mais ils sont dans le même camp que moi. Ah, je dis, mais c'est formidable, mais je vais demander d'aller là-bas. Alors il dit, tu ne peux pas y aller. Je dis, pourquoi? Il dit, parce que toi, tu es goy. On ne te laissera pas rentrer, et les Allemands ne te laisseront pas faire. Je lui ai dit, mais qu'est-ce que je peux faire pour eux? Il m'a dit, si tu connais les médecins, qui est un brave homme, il peut aller là-bas et puis déclarer qu'ils sont malades. Alors je suis allé voir mon tout-bible, avec qui je suis devenu très copain, et puis je lui ai raconté que ce sont mes amis, et je voudrais les savoir. Alors il m'a dit, mais vous pouvez, je peux les faire venir, mais je ne peux pas les garder au ravitaillement plus d'une semaine. J'ai dit, mais ça n'a pas d'importance, je suis très riche, parce que avec, vous savez, le masque ne valait plus rien, et puis j'avais 12 paquets de cigarettes américaines par semaine, et avec un paquet de cigarettes, on pouvait acheter un sac de pommes de terre. Alors j'étais très riche, j'étais plus riche figurine. Alors, bon, il a fait ça, il a fait venir les deux frères, mais nous avons terminé la guerre ensemble. Voilà. Et alors, dans ce camp de prisonniers de guerre, il y avait une cellule de résistance qui était dirigée par le fils du général d'Estaing de la Vigerie, qui était le ministre de la guerre de Gaulle. C'était un Kaboulard, ancien Kaboulard repenti. Hein, c'est très bon ça. L'opinion publique aime bien les repentis, et non seulement l'opinion publique, mais même la religion. Et alors, cet homme-là, donc, est devenu gaulliste et il était ministre de la guerre du général de Gaulle. Et son fils était lieutenant d'aviation dans les forces françaises libres. Il était abattu par les Allemands au moment du bombardement de Stuttgart. Et donc, il était amené dans le camp et j'ai fait sa connaissance. Et alors, il m'a tout de suite embarqué dans sa cellule de résistance. Et lorsque nous étions libérés par les Russes, le règlement militaire prévoit que c'est l'officier le plus élevé en grade et le plus ancien qui prend le commandement. Mais les Russes n'ont pas considéré, si vous voulez, possible de donner cette place de confiance à un officier de 40. Ils ont préféré que ce soit le fils de Vigerie. Et c'est lui qui est devenu donc commandant du camp. Et il m'a demandé que je sois son interprète.
Alors j'étais un peu prédestiné par le Seigneur pour faire ce travail, parce que je suis bilingue. Et nous avons eu donc notre police dans le camp, et c'est moi qui ai commandé cette police, et c'est moi qui ai pris la place devant le camp, là, dans le casemate bétonné que les Allemands ont abandonné quand les Russes me sont libérés. Et alors, je vais vous raconter une anecdote. C'est pas une anecdote, c'est une histoire vraie. Il y a des chars russes qui est arrivé, et dans ce char, je me suis dirigé vers le char, et il y a le tourelle qui s'est ouvert, et il y a une tête noire qui est sortie. Je suppose que l'officier qui commandait le char, c'était un lieutenant, il était soit arménien, soit géorgien. Alors, je me suis approché de lui, il a commencé à m'embrasser, je l'embrassais, on s'embrassait. Et puis, il m'a dit, j'ai bien soif, il m'a dit, donnez-moi quelque chose à boire. Alors, je lui ai demandé à une des petites, là, de lui donner de la flotte. Alors, il a porté une carte, alors le type portait de la vodka, il l'a bu comme ça, et puis il a tout craché. Il m'a dit, mais qu'est-ce que vous m'avez donné? Je lui ai dit, on vous a donné de l'eau. Il dit, vous n'avez pas d'alcool. J'ai dit, vous vous rendez compte, ici c'est un camp de prisonniers, ça fait 5 ans, ils n'ont pas pris une goutte d'alcool dans la bouche. Alors il a réfléchi, il a dit, les Allemands, quel barbare. Ça vous fait rigoler, ça j'ai honte de expliquer les gens. Quel barbare, il m'a dit. Et alors, c'est là que j'ai commencé une carrière extraordinaire, qui ne dépend pas de moi, si vous voulez, c'est moi parce que j'étais bilingue et parce que j'ai rencontré la petite l'Algérie. Alors, les déportés ont commencé à arriver chez nous. Mais il arrivait à compte-gouttes parce que les Russes ne laissaient pas sortir les déportés sans remplir une enquête complète sur les raisons pour lesquelles ils étaient déportés, et puis il y avait tas d'autres questions. Alors, Dacier de l'Algérie a reçu un message de Madame Vaillant-Couturier, qui était la veuve du célèbre communiste de Salon, là, M. Vaillant-Couturier, d'ailleurs elle aussi c'est un communiste de Salon. Et alors, il fallait d'urgence envoyer quelqu'un qui est capable de remplir les enquêtes et de faire très vite. Donc, Dacier m'a demandé de partir à Ravensbrück. C'est pour ça que j'ai répondu à l'appel qui a été fait par votre organisation, que j'ai eu le jour de Yom Kippour à la mutualité. Alors, je suis parti avec un officier russe, et avec tous les laissés-passer. Je suis arrivé à Ravensbrück. J'ai travaillé là-bas 8 jours et 8 nuits. Je n'ai pas dormi. J'ai dormi peut-être 2 heures par jour, même pas. Alors j'ai remplissé des enquêtes pour les gens qui sortaient, parce qu'ils mouraient comme des mouches là-bas. Ils mouraient au moins, je ne sais pas, il y avait encore à Ravensbrück dans les 5 à 6 000 personnes, peut-être même davantage. Et chaque jour, il y avait 10 ou 15 décès. Parce que c'est pas la faute aux Russes d'ailleurs, parce que les Russes ont fait tout pour les aider. Ils ont envoyé 2 docteurs, ils ont envoyé de la nourriture, mais il n'y avait aucune surveillance. Donc les prisonniers les prisonnières plutôt, se sont jetés sur la nourriture et ça les faisait mourir, parce qu'ils n'ont rien mangé pendant des années. Du d'un seul coup, on leur donnait à bouffer de manière abondante, alors ils mouraient comme des mouches. Alors je suis resté là-bas 8 jours, et puis je suis revenu. Et quand je suis revenu, il y avait un autre problème, parce que le Ravensbrück était assez loin de chez nous, donc il fallait des camions pour les transporter. Et ça s'est passé au moment où les Russes attaquaient Berlin. Et ça veut dire, j'ai été libéré le 27 avril, ça devait se passer peut-être 2 ou 3 mai. L'armistice s'était signé 8 mai. Et c'est le général Rokossovski, qui n'était pas maréchal à ce moment, qui commandait l'attaque des forces russes contre Berlin. Et ils avaient besoin de toute la logistique. Donc le colonel russe qui commandait le camp m'a dit que même Staline ne peut pas donner ce camion. La seule personne qui peut donner les camions, c'était Rokossovski.
Alors, j'ai dit ça à Dastier, et alors Dastier a dit, ben, on va aller voir Rokossovski. Alors, un soir, on est parti dans une Mercedes qui était pilotée par un chauffeur russe, par un chemin absolument vraisemblable, avec encore un officier russe. On est arrivé à 4 heures du matin dans l'état-major de Rokossovski. Et il était là-bas, c'était dans la forêt, dans un endroit que je ne connais pas d'ailleurs. Il travaillait la nuit. Il paraît qu'il dormait un peu le jour, il travaillait surtout la nuit. Il y avait beaucoup de personnel féminin, de très jolies filles d'ailleurs, de tous les grades, depuis les grades de colonel jusqu'au grade de sous-lieutenant. Alors il paraît que c'est un coureur de jupons, Rokossovski. Alors, bon, je suis rentré avec le Dastier, et puis il m'a demandé qui êtes-vous. Alors, moi j'étais embêté parce que je savais pas quoi lui dire. Je n'ai pas mis en russe. Je lui ai dit que nous sommes des officiers français. Et on est venu ici pour faire une requête. Et il m'a dit, mais vous êtes russe. Alors, je ne pouvais pas lui dire que je suis français parce qu'il aurait pu facilement savoir qui je suis. J'ai dit oui, je suis russe. Il dit, mais comment ça se fait que vous êtes dans l'armée française? Alors je lui ai dit, je suis immigré russe, j'ai quitté la Russie avec l'armée blanche. Oh, il a dit, c'est une vieille histoire, là. Nous, on pourchasse non pas des gens comme vous qui ont combattu des Allemands à cause des traillettes, nous, on chasse les Russes qui ont collaboré avec les Allemands. Bon, alors ça m'a rassuré un peu. Alors il m'a dit, qu'est-ce que vous voulez? Je lui ai dit, mais je suis venu vous demander 250 camions pour transporter les déportés pour plusieurs jours, comme ça, et ils viendront chez nous. Alors, il m'a dit, qu'est-ce que vous faites vous êtes officier de carrière? Je dis non, je suis ingénieur. Ah bon, ça se voit là, tout le monde. Je dis pourquoi? Il dit parce que je ne peux pas vous donner 250 camions, je peux vous donner que 125 camions. Il a dit, mais vous m'aurez demandé qui vous étiez. J'ai pensé que, en tant que capitaliste, vous allez me demander non pas 250, mais 500 camions. À ce moment-là, je vous aurais donné la moitié, 250. Et je vois que vous êtes un honnête homme, comme chez les gens de chez nous, vous avez demandé 250, vous m'excuserez, je peux vous donner que 125. Alors après, je vous ai invité à manger, à boire, on eu tout du caviar noir, on a eu des harengs russes magnifiques, et puis on a eu tout. Puis on a bu à la santé de Staline, à la santé de De Gaulle, à la santé de Roosevelt, du président Truman, à tous les bassins. Et puis finalement, il m'a donné ce camion. Mais j'ai oublié de vous dire que quand j'ai été à Ravensbrück pour faire ces enquêtes-là, la seule raison, au fond, pourquoi mon témoignage peut vous vraiment intéresser, c'est que moi, j'étais témoin oculaire. Madame Vaillant Couturier m'a pris par la main et puis elle m'a amené dans le camp des déportés, où il n'y avait plus de déportés, c'était rien que des Russes là-bas, des Russes de l'armée de la Sotte, là, qui étaient prisonniers par les Allemands, qui étaient dans l'armée allemande et que les Russes ont gardés prisonniers. J'ai vu là-bas des baraques avec des chaussures d'enfants, des baraques avec les chaussures, rien que les chaussures des femmes, des baraques avec les cheveux, les baraques avec les chaussures d'hommes, les habits d'hommes. Et j'ai vu là-bas 2 abat-jours. Alors j'ai demandé qu'est-ce que c'est, pourquoi ils sont exposés ici. Alors elle m'a dit que ce sont les abat-jours qui sont faits dans la peau-fesse des gosses. Et il y avait là-bas une bonne femme, là, une surveillante du camp, qui avait comme spécialité là, de faire des abat-jours dans les peaux-de-fesse des gosses. Voilà, alors c'est tout ce que j'avais à vous dire. Je ne pense pas que je dois ajouter quoi que ce soit. Ouais. Et j'espère que cette modeste contribution On va quand même à finir. l'histoire de choix peut vous donner satisfaction.
On va quand même compléter par quelques mots. Donc vous avez été libéré. Qu'est-ce qui s'est passé après? Vous êtes rentré sur Paris? Non, je suis rentré le dernier, je suis resté 3 mois. Et c'est la seule fois dans ma vie, probablement, où comment dirais-je, j'ai travaillé pour l'humanité souffrante. Parce qu'après tout, j'ai travaillé toute ma vie pour gagner ma vie. Mais là, j'ai fait du mitzvot. Parce que j'aurais pu partir avant, mais je ne suis pas parti parce qu'il fallait que je reste tant que les prisonniers qui étaient là soient partis. Et nous sommes partis tous ensemble, les deux frères d'Hypos dont je vous ai parlé, d'acheter de la Ligérie, et puis son état-major, et tout ça. Puis après, nous sommes tous dispersés, terminés. Vous êtes rentré sur la Courneuve? Non, je suis rentré à Paris, et puis j'ai repris le travail dans une usine d'aviation qui s'appelle la SMICMA, une très grosse boîte aéronautique qui fabrique des moteurs d'avion. Et j'ai été très bien là-bas, j'avais ma place. Et j'ai travaillé à la SMICMA, je crois, 18 ans. Et puis après, j'étais chef de bureau de calcul. Je n'étais pas bien, je n'étais pas payé beaucoup parce que l'usine appartenait à l'État, mais j'avais une place à responsabilité importante. J'ai été aussi chef du laboratoire de résistance des matériaux, qui était à cette époque-là probablement le labo le plus performant de la France et de la Navarre. Peut-être dans le monde entier, il n'y avait pas autant de possibilités de recherche que là-bas, parce que c'était tout de suite après la guerre et le gouvernement français a accordé beaucoup d'argent aux usines d'aviation pour reconstituer le patrimoine et puis faire de la recherche comme je pouvais le faire là-bas, par exemple, le givrage des cockpits d'avions à l'échelle grandeur, c'était vraiment quelque chose d'unique au monde. Pour conclure, est-ce que vous avez envie d'ajouter quelque chose? Si je veux ajouter quelque chose, si je vais vous dire quelque chose. L'histoire que je vous ai racontée est une histoire vraie, une histoire que j'ai vécue. J'ai eu peut-être la chance ou la malchance de voir plus que les autres, mais ça ne méritait pas d'écrire des mémoires et puis chercher à se faire connaître. Donc je trouvais que c'est pas ma style, peut-être, je ne sais rien, mais enfin, ce n'est pas dans mon caractère de me faire valoir. Je n'ai jamais rien écrit, mais je pense que ça peut intéresser effectivement les gens. Et est-ce que vous avez un message à transmettre? Oh, les messages, vous savez, je suis déjà très vieux et je regarde le monde avec les yeux d'un homme un peu fatigué et sceptique. Je ne suis pas content du monde tel qu'il est maintenant. J'espérais que après la guerre, les gens seront plus heureux. Ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. Et j'ai travaillé toute ma vie dans les usines. Je connais bien la classe ouvrière. Je les aime bien. Et ils sont malheureux maintenant. Et pourtant, ce sont des gens honnêtes et bien. Merci beaucoup de votre témoignage. Nous allons faire rentrer votre femme pour prendre une photo avec vous. Pardon. On demande à monsieur de présenter madame. Je vous présente ma femme avec laquelle je suis marié depuis 60 ans. Et son nom? Son nom, c'est Eda. On m'appelle Eda, tout le monde m'appelle Eda. Et je m'appelle Eda, donc vous avez entendu dans mes registres, mais mon mari, ma fille, mes petits-enfants, c'est Eda. Et je suis heureuse d'avoir une fille et 2 petits-enfants qui sont bien. Moi, je croyais que tu es surtout heureuse d'avoir un mari comme moi.
ça, je suis, enfin, on a fait tout ce qu'on a pu pour être, pour quel but on était, et c'était de nous vouer à bien élever maintenant, à donner une bonne situation à ma fille. On a une fille unique. Elle est médecin aussi, elle est psychiatre, psychanalyste. Elle est d'ailleurs, pendant la guerre, elle a été marquée au début comme enfant en qualité de juive parce qu'elle a vu qu'il faut se cacher. Elle n'en a jamais parlé, mais elle a été très longtemps marquée. Et actuellement, elle s'occupe beaucoup de cœur. Elle est redevenue très juive, et ce qui me fait plaisir parce que elle n'est plus marquée comme enfant. On peut s'imaginer qu'il fallait se cacher parce qu'on a fait du mal, parce qu'on voulait nous finir, etc. Et puis ça l'a marqué pendant de longues années, déjà après avoir fini sa médecine, elle s'est dédiée à faire la psychanalyse pour pouvoir se retrouver dans sa peau en qualité de juive. Merci beaucoup. Ok, comme ça. Alors, la photo en question, c'est ma mère et ma sœur aînée, Sylvie. Elle date de, je pense qu'elle date de 1919. Et c'est où? En Russie, En Russie. à Kerch. Merci. Vous voyez que des scènes des femmes et les culs des enfants. J'enregistre. Ah bon, pardon. Alors ça c'est? C'est mon grand-père. C'est mon grand-père paternel, qui est mort en 1905 et enterré à Camposanto, à Gênes, en Italie. Super. Et ça roule. Et cette photo représente mon père, qui était médecin-colonel dans l'armée impériale russe. Ça date à peu près quelle époque? Pardon? Ça date de à peu près quelle époque? Ah ben, c'est la veille de la guerre. 1913 probablement. En première guerre. Oui. C'est la photo de ma mère en France, dans les années 50, 55. Ça roule. C'est la photo de ma grand-mère maternelle, qui est venue en France et elle est morte en 1932. La photo date de quelle époque? La photo date de quelle époque? C'est l'époque date. Quel moment la photo à peu près? Je ne sais pas. Je pense que c'est la photo qui vient de la Russie. Ok, bien. La photo date probablement de 1901. Ma mère était élève du conservatoire de musique de Saint-Pétersbourg et c'est la promotion de ma mère qui était premier prix de conservatoire. Ça, c'est la mère de M. Primus. Primus. Oui. Répétez ça, c'est ce que vous venez de dire. Pardon? Répétez ce que vous venez de dire. Oh non, c'est trop méchant ça. Ah bon, ok. Bon, ça va.